Mesdames et messieurs, chers collègues, je vous souhaite la bienvenue à ma conférence Perspectives cliniques pour le traitement des états de tension. Je m'appelle Martin Keck, je suis spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, neurologie et psychosomatique, et je pense que nous avons là un sujet tout à fait passionnant. Remarque sur les conflits d'intérêts. La phytothérapie a beaucoup à nous offrir. Elle est connue depuis le Moyen-Âge, par exemple avec Hildegard de Bingen, qui a déjà décrit nombre des substances dont nous allons parler aujourd'hui dans ses ouvrages Physica ou Causae et Curae. La valériane est un relaxant et anxiolytique réputé. Le houblon favorise le sommeil. La passiflore et la lavande sont anxiolytiques. La mélisse est également anxiolytique, mais aussi spasmolytique, antispasmodique. Il semble qu'elle puisse aussi améliorer les capacités cognitives, la concentration, la compréhension et la mémoire. La pétasite est un relaxant musculaire reconnu et induit une sensation de détente et de bien-être émotionnel, et est aussi connu pour lutter contre la migraine. Le ginkgo biloba améliore la cognition et la microcirculation sanguine et est utilisé dans le traitement de la démence précoce, mais aussi des acouphènes. Le rhodiola est également un antistress qui a fait ses preuves, tout comme le millepertuis, un antidépressif très efficace. Comment emploie-t-on la phytothérapie? Son usage a fait ses preuves de longue date. On l'emploie surtout pour les troubles du sommeil, la dépression, les humeurs dépressives. Pour les troubles du sommeil, la combinaison de valériane et de houblon est très efficace. Pour la dépression, par exemple, le millepertuis. Aujourd'hui, nous voulons nous occuper en particulier des états de tension, d'anxiété et des états d'agitation. Nous constatons en Suisse, et c'est le dernier rapport de l'Opsan datant de mars de l'année dernière, une nette augmentation des troubles psychiques sur l'ensemble des dernières années. 35% de la population décrivent des problèmes psychiques, dont 13% graves, un chiffre très inquiétant. Ce qui est très préoccupant pour nous en matière de soins, c'est que plus de 40% des personnes qui font une tentative de suicide, en général dans le cadre d'une dépression grave, ne reçoivent ensuite aucune aide ni aucun traitement professionnel, c'est-à-dire conforme aux lignes directrices. Nous voyons aussi, selon les chiffres les plus récents de l'Office fédéral de la statistique, que les nouvelles rentes EI pour raisons psychiques sont en nette augmentation. L'année 2010 est indexée à 100 et nous constatons l'augmentation spectaculaire en bleu de tous les groupes d'âge, en particulier des plus jeunes, c'est-à-dire les 18-24 ans. Le nombre d'arrêts maladie, c'est-à-dire le nombre de jours manqués sur le lieu de travail en raison de troubles psychiques, ne cesse d'augmenter ces dernières années et de manière dramatique récemment. Chez les femmes, en rouge, plus que chez les hommes, en violet, le total est en jaune. Donc là aussi, une nette augmentation des arrêts maladie. En Suisse, d'après les chiffres de Promansana, plus d'1 million de la population prend des médicaments contre les troubles psychiques. C'est un chiffre énorme qui montre surtout la pression que ressentent les spécialistes pour prescrire, mais aussi et avant tout les médecins de famille, car sinon ils ne le feraient pas. C'est avant tout dans les pharmacies que nos patients se procurent les médicaments sans ordonnance, c'est-à-dire en automédication. Elle couvre 60% des besoins, suivis par la dispensation directe en cabinet et les hôpitaux ou les drogueries. La pharmacie est donc un point de contact essentiel. Quelle est la demande principale? Les tranquillisants et les somnifères occupent une part très importante, avec également une augmentation ces dernières années. Bien sûr, nous devons faire très attention à ne pas utiliser des substances qui créent une dépendance. En termes de domaine de la phytopharmacie le plus fréquemment utilisé, les tranquillisants et les somnifères sont déjà en 5e position. Les médicaments pour les troubles des voies respiratoires occupent la première place, suivis des médicaments favorisant la circulation sanguine contre la toux et pour les troubles gastro-intestinaux. L'un des problèmes des troubles chroniques, et les maladies liées au stress sont des troubles chroniques, est que plus une personne a de troubles, plus elle a de chances de se voir prescrire des médicaments. Vous voyez ici, de gauche à droite, une augmentation des maladies, et dans le cercle, plus on voit de rouge, plus de médicaments sont pris, jusqu'à 5 substances actives et plus. Si quelqu'un n'a pas de maladie chronique, à gauche, peu de substances actives sont prescrites. Avec 5 maladies chroniques ou plus, à droite, ce qui arrive très vite avec l'âge, de nombreuses préparations sont prescrites, et de nombreuses substances actives sont présentes, ce qui pose le problème d'interaction impossible à prévoir. Là aussi, les remèdes à base de plantes offrent de grands avantages. Où se les procure-t-on? En Suisse, les données sont claires, en pharmacie d'abord, puis chez le médecin de famille ou le spécialiste.
L'Organisation mondiale de la santé calcule régulièrement les années de vie perdues à cause de la maladie et ou d'un handicap chronique. C'est l'espérance de vie corrigée de l'incapacité, Disability Adjusted Life Years. En 1990, les maladies liées au stress comme la dépression et la maladie coronarienne sont plus bas dans la liste, mais en 2030, la dépression se hisse à la première place avec les troubles anxieux, toujours suivis de près par la maladie coronarienne, et les deux maladies se favorisent mutuellement. Il est donc urgent d'agir. En 2020, la dépression était encore en deuxième position. Les maladies associées au stress, qu'entendons-nous par là ? Il s'agit d'une part des maladies du domaine de la psychiatrie, c'est-à-dire les troubles de l'adaptation consécutifs à un traumatisme, le stress post-traumatique, la dépression, les troubles anxieux et très fréquemment les troubles du sommeil, mais aussi les maladies cardiovasculaires, l'infarctus du myocarde, l'infarctus cérébral, l'hypertension artérielle, ce qui explique que, dans l'espérance de vie corrigée de l'incapacité, les maladies cardiovasculaires et l'infarctus du myocarde suivent toujours les maladies psychiatriques liées au stress. Les maladies métaboliques en font partie, comme le diabète, les maladies auto-immunes, par exemple la sclérose en plaques, presque toutes les maladies dermatologiques, comme l'eczéma et l'acné, et bien sûr les maladies gastro-intestinales, un grand classique des maladies liées au stress, syndrome du côlon irritable, estomac irritable, nausées. Ce qui est particulièrement inquiétant, c'est que les patients souffrant de maladies associées au stress ont un taux de mortalité 3 fois plus élevé sur une période de seulement 1 an que les sujets sains de référence. C'est un chiffre très élevé et l'expérience clinique le confirme. La dépression, par exemple, surtout lorsqu'elle est associée à un trouble anxieux, augmente nettement le risque de mortalité. Les troubles anxieux sont particulièrement importants et nous devons commencer par les différencier. Qu'est-ce qu'une peur dite normale, une peur réelle ? Cela est très bien représenté ici par Borer, le célèbre caricaturiste suisse. Tout le monde est tourmenté par une peur ou une autre, qu'il s'agisse de la maladie, d'une angoisse existentielle ou de la peur de perdre son emploi. Cette peur devient pathogène lorsqu'elle déclenche des symptômes graves, représentés ici par une détresse respiratoire. Lorsqu'elle nous coupe le souffle et que l'on ne peut plus accomplir les actes de la vie courante, il est temps de se faire soigner. Là, nous devons agir avec la plus grande prudence. En quoi consiste la peur ou en quoi se manifeste-t-elle ? Il est important de réaliser qu'elle comporte 3 composantes. D'abord, la composante physique. J'ai déjà évoqué les troubles gastro-intestinaux, mais aussi la transpiration, le rougissement, les maux de tête ou de dos. Je vais montrer d'autres exemples dans un instant. Ensuite, la composante psychique. Quelles pensées viennent à l'esprit ? Les cognitions. Il peut s'agir de la peur de mourir, ou d'une concentration limitée qui se manifeste par un symptôme d'anxiété. Troubles du sommeil, bien sûr, sentiment d'impuissance, pour ne citer que quelques exemples. Enfin, il y a la composante comportementale. Que fait-on ? C'est le classique combat ou fuite, fight or flight. Mais il y a aussi toute une gamme entre les deux. Il faut noter que ces différentes composantes de l'anxiété, physique, psychique et comportementale, ne sont pas perçues avec la même intensité par toutes les personnes concernées. Il se peut donc, nous le voyons très souvent dans la pratique quotidienne, que les patients consultent surtout pour la composante physique et souhaitent une explication qui reste souvent sans résultat tangible. Vous voyez ici les sites de prédilection possibles du stress et des symptômes d'anxiété. Cela vaut pour toutes les maladies liées au stress, la dépression et les troubles anxieux. Maux de tête, troubles musculaires diffus, troubles gastro-intestinaux, troubles abdominaux, troubles du rythme cardiaque, troubles du rythme supraventriculaire, difficultés respiratoires, mais aussi tensions dans l'articulation mandibulaire, douleurs dentaires, grincements de dents, douleurs musculaires et bien d'autres choses encore. Chaque personne a des points faibles différents où le stress va naturellement se faire sentir. De nombreux patients souffrant de troubles anxieux se présentent donc chez leur médecin de famille ou chez un spécialiste ou un orthopédiste avec ce que nous appelons cliniquement des symptômes plutôt diffus et aucune cause n'est trouvée. Il faut alors penser, cela ne pourrait-il pas être le symptôme d'un trouble anxieux ? Je vous donne un exemple. Cette patiente est venue me voir en consultation, une étudiante de 19 ans en école polytechnique. Elle étudie l'ingénierie mécanique. Bien sûr, elle est l'une des rares femmes à le faire. C'est une situation qui peut représenter un défi. Elle est la plus jeune d'une fratrie de 3 enfants. Ses 2 frères aînés se sont naturellement occupés d'elle avec plus ou moins de bienveillance. Depuis son plus jeune âge, elle est plutôt craintive, réservée, timide, selon ses propres dires. Dans le domaine des études, la perte de structure après l'école cantonale a été un grand défi. On doit beaucoup s'organiser soi-même. Cela génère du stress et du surmenage. Elle rapporte qu'elle a toujours été anxieuse en général, mais qu'elle l'est maintenant particulièrement avant les exposés, les examens, les interventions en public.
C'est en fait un gros problème depuis l'école secondaire. Cela est encore aggravé par la perspective de devoir présenter un projet en amphithéâtre à la fin du semestre pour les examens finaux, et elle en a presque une peur panique. Elle ne veut tout simplement pas y aller, c'est la réaction spontanée de la composante comportementale. Elle dit inconsciemment « Je préfère la fuite, je n'y vais pas du tout ». C'est pourquoi il serait utile que l'on me mette en arrêt maladie. C'est un exemple typique qui se retrouve dans de nombreuses situations de la vie. Prendre un congé maladie ou non, telle est la question. Si l'on choisit cette solution à court terme, elle entraînera à long terme une détérioration du point de vue comportemental. Passons aux autres options de traitement. Nous connaissons la préparation relaxane. Ces 4 ingrédients végétaux agissent justement sur le système nerveux central et entre autres sur le système gastro-intestinal pour s'attaquer aux différents sites de manifestation du trouble anxieux. Quel est le mode d'action? La valériane, déjà mentionnée, a un effet calmant et anxiolytique au niveau du SNC. La passiflore a également un effet anxiolytique. La mélisse est anxiolytique et spasmolytique, antispasmodique. Et la pétasite a aussi des propriétés antispasmodiques, je l'ai déjà mentionné, pour lutter contre la migraine. Ce type de patientes ont d'ailleurs souvent des maux de tête migraineux, mais en combinaison, surtout avec la mélisse, elle a un effet antispasmodique sur la région gastro-intestinale, où cette patiente présentait aussi des symptômes très forts, qui sont liés à la honte et ne sont pas rapportés au début. L'avantage de cette combinaison quadruple est donc d'intervenir en différents points pertinents de la biologie moléculaire, qui se manifestent par les symptômes mentionnés. La valériane, quelle est son action? Bien décrite sur le plan pharmacologique, elle est calmante, favorise le sommeil et stimule la concentration et les performances. On ne peut pas prendre de sédatif pour une situation d'examen ou lorsque l'on doit se concentrer. Selon le HMPC, Comité européen pour les médicaments à base de plantes, les indications sont nervosité, troubles du sommeil, agitation, troubles de l'endormissement dû à la nervosité. Tout cela est parfaitement connu, je l'ai déjà mentionné, depuis au moins Hildegarde de Bingen au Haut Moyen Âge. La passiflore a aussi des mécanismes d'action intéressants. Elle inhibe l'activité locomotrice et est donc aussi faiblement spasmolytique et anticonvulsive. Elle est sédative, antidépressive et anxiolytique avec une action très douce et est donc indiquée, selon le HMPC, pour l'agitation nerveuse et les troubles du sommeil. Elle complète très bien la valériane, la mélisse, calmante, carminative, contre les ballonnements, spasmolytique, antibactérienne et indiquée dans les troubles de l'endormissement d'origine nerveuse, aussi en tisane et les troubles gastro-intestinaux fonctionnels. Revoici cette constellation de symptômes. La pétasite est justement spasmolytique, analgésique, anti-inflammatoire et inhibe la cascade immunitaire au point de départ de la synthèse des leucotriènes, diminue la libération d'histamine et de sérotonine, qui est un problème par exemple dans la migraine ou les troubles de la motilité gastro-intestinale. C'est pourquoi tout cela est très bénéfique. En résumé, cette combinaison quadruple aide justement à résoudre les problèmes signalés de tension nerveuse, d'inquiétude, de peur des examens. C'était l'exemple concret, bien que nous puissions transposer cela à toute autre situation d'examen ou de réunion où il faut parler ou expliquer quelque chose devant plusieurs personnes, et aux troubles gastro-intestinaux spasmodiques, potentiellement très désagréables et handicapants pour les personnes affectées. L'estomac et le côlon irritables se trouveraient à la fin de ce continuum. Nous pouvons soulager ces symptômes de stress bien connus. Une excellente étude a été réalisée. Cela fonctionne-t-il pour les états de tension nerveuse? Sur 2 semaines, le Relaxane Air est administré 3 fois par jour à des patients souffrant de troubles somatoformes, par exemple de troubles gastro-intestinaux chroniques pénibles pour lesquels aucune cause organique n'est actuellement identifiable. Là, vous voyez très bien, de gauche à droite, du placebo à la combinaison de 3 ou de 4 ingrédients. C'est là que les racines de pétasite sont présentes, avec la valériane, la passiflore et la mélisse. C'est le violet foncé, la combinaison de 3 et la combinaison de 4 ingrédients. La pétasite améliore encore cette action et apporte une efficacité clinique nettement supérieure, comme le montre très bien l'étude. C'est donc cette combinaison quadruple qui fonctionne le mieux chez nos patients. Plus concrètement encore pour les états de tension nerveuse, en prenant l'exemple de notre étudiante, qu'est-ce que la phytothérapie apporte? Il s'agit d'une étude clinique ouverte, contrôlée et randomisée sur 20 jours. Par rapport à une benzodiazépine, l'oxazépam, classiquement utilisée chez les patients anxieux, mais qui présente un risque de sédation, de troubles de la concentration, d'induction de fatigue et de dépendance. Nous ne voulons l'administrer qu'en cas d'urgence, et vous voyez à gauche le Relaxane ZE 185 comparé à l'oxazépam.
Le Relaxane est aussi efficace que l'oxazépam, il peut donc le remplacer sans problème avec un profil d'effets secondaires bien plus favorable. C'est une étude très importante. Nous nous sommes demandé qu'en est-il en situation réelle d'examen. Ces groupes de patients présentaient des problèmes d'anxiété, de tension, d'agitation plutôt généraux. Une excellente étude a été publiée en 2018 par Meyer et ses collègues, dans laquelle le Relaxane a été administré et une situation d'examen a été simulée à l'aide du test de stress social de Trèves chez 72 sujets. Comment a-t-elle été réalisée? En violet, le Relaxane a été administré 3 fois par jour sur 4 jours, comparé à un placebo, et le test de stress social de Trèves a eu lieu le soir du jour 4. De quoi s'agit-il? C'est une situation expérimentale où les sujets doivent faire une présentation sans notes et effectuer un exercice de calcul mental devant un jury dont l'expression est neutre ou plutôt hostile. Je pense qu'on peut l'imaginer, c'est stressant. Nous connaissons le test de stress social de Trèves grâce à de très nombreuses études menées au fil des ans et il induit un véritable stress, même si l'on pourrait au début penser qu'il ne s'agit que d'une situation d'expérimentation théâtrale. Quel est le résultat? Vous voyez qu'avec cette prise de Relaxane sur 4 jours, seulement 4 jours, en violet, c'est la courbe la plus basse, les sujets ont été nettement moins stressés. La barre grise au milieu représente le test de stress social de Trèves. Le stress ressenti est nettement moins important que lorsque rien n'a été fait ou qu'un placebo a été administré. Et vous voyez que le stress décroît aussi nettement moins bien, puis-je dire, de manière simplifiée. Donc un retour plus rapide à la normale. Ce sont des résultats vraiment impressionnants dans une étude très précise et scientifiquement très minutieuse. Donc ça marche aussi en situation d'examen. Revenons à notre exemple pratique, cette étudiante de 19 ans qui étudie l'ingénierie mécanique et qui était à 2 doigts d'abandonner son semestre tellement elle avait peur. Qu'avons-nous fait? L'approche comportementale. Qu'est-ce que la peur? Comment se forme-t-elle? La thérapie cognitivo-comportementale avec le cercle vicieux de l'anxiété. Lorsque j'ai peur, je prête plus d'attention aux symptômes physiques, comme les troubles gastro-intestinaux, la transpiration ou les vomissements. Le cerveau l'enregistre. La peur s'intensifie, les symptômes physiques s'intensifient à leur tour, et c'est ainsi que cela s'accumule. Les personnes affectées connaissent bien cela, mais peuvent comprendre ce mécanisme et l'interrompre, et s'exercer aux situations d'examen ou de prise de parole devant plusieurs personnes, que ce soit dans le contexte professionnel ou des études, grâce à des jeux de rôle avec le thérapeute ou ici avec une camarade, afin de créer une habituation. En même temps, nous avons prescrit le Relaxane en soutien, à raison de 3 prises par jour, en précisant qu'il pouvait aussi être pris en cas de besoin, par exemple juste avant l'examen ou juste avant la présentation finale. Si l'on a l'impression que la nervosité augmente à nouveau trop, il n'y a aucun problème à en reprendre car cela n'est pas sédatif et n'affecte pas la cognition qui est très importante dans ce type de situation. Et ça a marché. Un autre exemple dans cette catégorie est celui d'une élève de primaire de 12 ans qui se prépare à l'examen d'entrée au gymnase de longue durée du canton de Zurich. C'est une période difficile. La sélection est très très sévère et une pression énorme est exercée sur les enfants, garçons et filles. Beaucoup qui en seraient intellectuellement capables, sans effort, capitulent devant la peur. En plus des approches comportementales qui sont bien sûr très importantes, le Relaxane est aussi une très bonne option pour aider quelqu'un à retrouver de l'assurance et à ne pas ressentir seulement la nervosité, la tension et l'inquiétude. Les études cliniques résumées, encore une fois, pour le ZB185, pour le Relaxane. Nous constatons, quel que soit le contexte, une nette réduction de l'anxiété. Dans Schellenberg 2004, la comparaison avec la benzodiazépine oxazépam, avec le grand avantage que le Relaxane, la combinaison quadruple de végétaux n'est justement pas sédative, ne crée pas de dépendance, n'altère pas la concentration. Pour les patients souffrant de troubles somatoformes, une significativité nettement meilleure par rapport au placebo, en particulier pour la combinaison quadruple avec la pétazite. Et la simulation de la situation d'examen du test de stress social de Trèves, où cela fonctionne très bien. C'est important justement si l'on se rappelle de l'exemple de l'élève de primaire. Il est autorisé en Suisse chez les enfants à partir de l'âge de 6 ans. Nous n'avons là pas beaucoup d'options, en cas de nervosité, d'état de tension et d'agitation, et en particulier de peur des examens. Si l'on examine les statistiques, le nombre de cas, les prévalences, 3% des jeunes de 9 à 17 ans sont concernés par un trouble anxieux nécessitant un traitement qui n'est que rarement traité par manque d'attention, parce qu'on ne sait pas quoi faire,
ou par honte. C'est déplorable car nous savons qu'un trouble anxieux non traité augmente le risque de nombreuses maladies secondaires. Sans parler de la détresse et du fardeau personnel qui augmente considérablement le risque de dépression ultérieure. Par exemple, nous nous sommes demandé que se passe-t-il dans le contexte clinique ? En dehors des exemples pratiques, nous n'avions que des données expérimentales ou des groupes sélectionnés de patients souffrant d'un trouble somatoforme, si vous me permettez de le formuler ainsi. Qu'en est-il des patients de la vie réelle que nous voyons tous les jours à l'hôpital et dans les cabinets médicaux? C'est pourquoi nous avons analysé, dans une grande clinique de soins, un grand groupe de patients qui avaient dû s'y faire soigner pour une maladie psychique grave. Ils ont été hospitalisés entre 2010 et 2013 et le Relaxane a été prescrit comme médicament fixe ou de réserve. Le groupe de contrôle n'a pas reçu de Relaxane mais a suivi exactement le même traitement. Nous avons procédé méthodiquement par comparaison de pairs. Cela représentait au total 1500 patients sous Relaxane et 1700 comme contrôle, soit plus de 3000 patients au total. Un groupe que l'on peut considérer comme représentatif. Les deux groupes étaient également comparables en termes d'âge et de répartition des sexes. Seule la durée d'hospitalisation a légèrement différé, mais la formation de pairs nous permet de résoudre ce problème. Le résultat principal est que nous avons eu besoin de significativement moins d'ordonnances de benzodiazépine, soit un P de 0,006 dans le groupe traité par Relaxane. C'est un résultat clair pour un échantillon issu de la vie réelle. Cela montre que le Relaxane A est efficace et B permet de réduire les prescriptions de benzodiazépine et donc, entre autres, le risque de dépendance. Encore une fois, qu'avons-nous évalué? Les deux groupes ont connu une amélioration similaire sur le plan clinique et thérapeutique. Nous l'avons relevé et standardisé à l'aide du Clinical Global Impression Score, CGI, et du Global Assessment of Functioning Score, GAF, et entre les deux groupes, aucune différence dans l'amélioration de la symptomatologie. Ils se sont rétablis exactement à la même vitesse et ont connu la même amélioration sur l'échelle AMDP, c'est-à-dire avec une analyse standardisée et structurée des résultats psychopathologiques. Nous pouvons donc résumer ainsi. Dans le groupe Relaxane, nous avons dû traiter nettement moins de patients avec des benzodiazépines. Cela signifie, cum grano salis, car il s'agit bien sûr d'une évaluation rétrospective, que le traitement par Relaxane permet très probablement de réduire l'utilisation des benzodiazépines. Et cela est d'une grande importance pour la pratique quotidienne, littérature. Voici encore une fois l'aperçu. Quelle référence littéraire, si vous souhaitez approfondir cela, si vous voulez suivre les données dans leur version originale et les monographies correspondantes. Je dois également mentionner notre publication, un manuel sur les remèdes à base de plantes en psychiatrie et psychosomatique, réalisé avec Zeller, résumant de manière concise, pour une utilisation quotidienne, les remèdes à base de plantes éprouvées et fondées sur des preuves, c'est-à-dire scientifiquement fondées, offrant un aperçu pour le praticien. Ce sont les institutions et établissements associés à moi. Et vous voyez encore une fois les grisons. J'espère vous avoir donné des suggestions importantes avec la conférence sur les perspectives cliniques pour traiter les états de tension, qui montre que l'utilisation d'une préparation combinée à base de plantes éprouvées, à savoir le Relaxane, en vaut la peine et qu'elle apporte vraiment quelque chose aux patientes et patients. Merci beaucoup pour votre attention.